Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, probablement une très longue vidéo, hein, ça j'ai pas encore les infos par rapport à la durée de la vidéo, mais je pense qu'on va être vénère. On arrive à la fin de l'année, c'est Noël comme vous pouvez le voir, super pull que j'ai chopé à Disneyland après mes vacances, que j'aime beaucoup, qui dit Noël, dit fête, etc., mais aussi nouvelle année, et pour la nouvelle année, je vais faire mes plans en fait pour les livres que je veux lire. 26 livres pour 2026. Ce n'est pas tous les livres que je veux lire, j'ai mis ceux qui m'intéressent le plus, un petit mélange par rapport à des objectifs, on va dire, que je veux me fixer pour l'année prochaine. Il y a d'autres livres forcément que je vais lire dans l'année. Euh, pour comparaison, j'ai repris la lecture à peu près en juin de 2025. J'avais lu, je sais pas, 6 ou 7 romans, on va dire, avant juin, j'avais pas beaucoup lu. Et entre juin et décembre, je suis passé de 6 ou 7 romans à 43 début décembre, au moment où je tourne cette vidéo, donc il me reste encore un mois. Donc, si je reste sur ce rythme de lecture, on va dire, je pense que je devrais arriver dans les 60, peut-être 70, si vraiment je me détermine roman d'ici, enfin pour 2026, même si ça me paraît gros, je vais plutôt me fixer un goal, je vais plutôt me fixer un but pour une cinquantaine de romans. Euh, Ça fait quand même 26, à peu près la moitié de ça, donc je pense que c'est un nombre intéressant des romans que je veux lire sans forcément m'imposer toute une liste et de ne pas pouvoir piocher autour, parce que j'aime pas ça. Moi j'aime pouvoir piocher en fonction de mon mood, et aussi en fonction des livres que je vais acheter en 2026, parce que là je parle principalement des livres que j'ai. Euh, pour ce qui est de mes objectifs dont j'ai parlé avant, euh, principalement j'aimerais lire plus d'auteurs français et francophones, plus de variété, on va dire, autrices, auteurs, plus d'auteurs qui ne sont pas forcément anglophones aussi. Même si là c'est un peu plus compliqué, je regarde ma pile à lire, et en vrai les auteurs non francophones ils sont pas trop dedans, non francophones, non anglophones ils sont pas trop dedans. J'ai envie de lire aussi plus de science-fiction et de fantasy, euh, et pas forcément me forcer à lire des gros classiques qu'il y avait avant. J'en lirai quand même quelques-uns, mais je les ai pas inclus dans cette pile, parce que là, le focus, on va dire, de cette chaîne et de moi, ce que j'aime lire, c'est vraiment la SF et la fantasy. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour présenter un peu les classiques que je veux lire, sûrement une vidéo découvrir mon armoire à lire, des classiques ou des bouquins qui ne sont pas de la littérature de l'imaginaire. J'ai aussi envie de finir des séries, d'en commencer des nouvelles, mais aussi de lire plus d'auteurs, enfin plus de livres d'auteurs que j'ai déjà lus, parce que ce que j'ai fait sur ces derniers mois et ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de livres, j'ai lu un tome d'un auteur que j'ai bien aimé, et puis je suis allé lire autre chose, et en fait j'ai lu plein de un tome d'un auteur, mais bah, j'ai pas lu plus. C'est pour ça que j'ai pas encore fait par exemple de vidéos de mes auteurs préférés, bah, parce que la plupart j'ai lu soit une série pour vraiment les meilleurs, soit j'ai lu un livre ou deux, grand maximum, et du coup, bah, c'est compliqué de me faire un avis sur mes auteurs favoris par ça. Donc du coup, j'ai envie un peu plus de fouiller, non seulement de découvrir des nouveaux auteurs, mais découvrir aussi le reste de l'œuvre des auteurs que j'ai déjà lus et que j'avais apprécié. Du coup, je vois qu'on en est déjà à quasiment 4 minutes de vidéo. C'est à peu près tout pour l'introduction et pour mes objectifs, donc on va passer tout de suite à la présentation de ces 26 livres. Je vais essayer d'aller assez vite, je vais peut-être pas lire la quatrième de couverture comme je fais pour les autres vidéos, parce que sinon on va encore se retrouver sur une vidéo de 1 heure. Pas d'ordre précis sur les livres, j'ai une pile à côté de moi et je vais juste les ramasser au fur et à mesure, hein. Et on commence avec Demain une oasis de Hayardal, dont j'avais déjà parlé sur ma vidéo des livres de fantasy et de SF francophones que je voulais lire. Euh, il m'a pas mal intrigué. J'ai vu plusieurs romans d'Ayardal ressortir. Ça m'a intrigué. Je sais pas, je vibais un peu. J'aime bien la couverture. Le roman est très court, donc il va servir de digestif pour les autres pavés que je compte lire. De quoi parle ce roman? J'ai un peu oublié. J'ai lu le quatrième de couverture dans ma vidéo sur du coup les livres francophones, mais j'ai un peu oublié depuis. Je vais relire ça assez rapidement vu que quand même le synopsis est assez court. Demain une oasis, du coup. Médecin à Genève, vie tranquille, que pouvait-il craindre? Deux limousines, un coup de frein, des portières qui claquent, un pistolet mitrailleur, deux bennes, une cagoule et des jours dans une cave sous perfusion et somnifère. Un kidnapping.
À son réveil, il se retrouve quelque part dans un village africain, un commando humanitaire lui en confie la responsabilité. Sécheresse, famine, terrorisme, dans une Afrique qui se meurt, c'est en cherchant le sens du mot justice qu'il trouvera celui de sa vie. Un classique du roman d'anticipation, lauréat du Grand Prix de l'imaginaire en 93. Donc voilà, ça me permet de lire un peu les lauréats du Prix de l'imaginaire que j'aimerais lire un peu plus, sans forcément me mettre un challenge comme pour les autres. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce roman, mais curieux. Voilà, c'est vraiment, j'y vais un peu en découverte et aussi pour avoir un petit livre digestif, on va dire. Ensuite, je parlais que je voulais pas trop mettre de livres classiques, tout ça, mais j'ai menti, petite exception qui n'est pas du coup un livre de l'imaginaire, c'est Méridien de sang de Cormac McCarthy, parce que il fait partie des auteurs dont j'aimerais lire un peu plus l'œuvre, et j'avais beaucoup aimé La Route. J'en avais fait un devoir quand j'étais au lycée, je l'ai réutilisé pour un devoir quand j'étais à la fac, ou en comparant un peu Endgame de Beckett et La Route de McCarthy, et je n'ai jamais lu les autres livres de McCarthy. Du coup, bah, il est temps de régler ça avec Méridien de sang. Il y a aussi, je sais plus c'est quoi le nom du roman en français, mais en anglais le titre c'est No Country for Old Men, que j'aimerais beaucoup lire, hein, avec Méridien de sang et La Route, c'est un peu les trois romans, j'ai l'impression, majeurs de McCarthy. Euh, Très curieux, je sais pas trop de quoi ça parle, et honnêtement, j'ai pas forcément envie de savoir. Je crois que c'est quand même assez violent. Je crois que c'est dans celui-là dont j'ai beaucoup entendu parler du méchant, enfin de l'antagoniste, on va dire. Il me semble que c'est lui et pas No Country for Old Men, dont j'ai beaucoup entendu parler de l'antagoniste, qui apparemment est excellent. Donc très curieux aussi de voir ça. Très curieux de lire un peu plus de McCarthy. Euh, le roman est un peu plus long que ce qu'il a l'air, hein. Il fait 400, un peu plus de 450 pages, alors qu'il n'est pas forcément si épais que ça. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu n'importe lequel de ces romans, et voilà. Ensuite, troisième roman, oui, troisième, c'est The Lair of Bones de David Farland. Je me projette un peu parce que je pars du principe que je vais tenir ma pile à lire et que je vais lire Wizardborn en décembre 2025, et du coup en 2026 il ne me manquera plus qu'à finir la tétralogie des Seigneurs des Runes de David Farland, que j'aime énormément. De quoi ça parle, Seigneur des Runes? J'en ai déjà parlé plein de fois, vous pouvez aller voir mes premiers bilans, mais pour faire très vite un résumé très rapide, on suit le prince Gaborn, qui est le prince d'un royaume assez puissant et connu, qui voyage vers un autre pays qui est très proche du sien, un autre royaume très proche du sien, pour tenter de demander la main de la princesse, qui est du coup la fille du meilleur ami de son père. Les deux rois des deux royaumes sont très proches, très amis. Mais sur la route, il va se rendre compte que Raj Aten, le loup solitaire, le grand seigneur du sud, se ramène avec ses armées pour tout casser et conquérir les terres du nord. Et Raj Aten, il est connu et dangereux, notamment parce que c'est là qu'entre en jeu le système de magie qui est très intéressant des Seigneurs des Runes. C'est un système de dons, et Raj Aten possède des milliers et des milliers de dons, des gens qui lui ont offert leur force, leur beauté, leur intelligence, leur perception, et du coup cette force inarrêtable se ramène vers les royaumes du Nord. Et comment oui, comment va le prince Gaborn et ses camarades réussir à arrêter cette menace? C'est une série qui est super cool, qui est vraiment épique, avec plein de personnages, tous très bien écrits, très nuancés, les scènes de bataille sont super, le world building est super. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, et du coup j'ai hâte de finir cette première tétralogie. Il y a une autre tétralogie qui suit, mais de ce que j'ai lu sur internet, elles ont l'air d'être un peu séparées en deux parties, je sais pas à quel point elles se suivent vraiment ou pas, mais du coup en tout cas je veux terminer la première tétralogie. Je ne sais pas si en 2026 je commencerai la suite, peut-être pas vu les plans que j'ai, on verra, mais du coup finir celle-ci, en tout cas j'ai vraiment hâte, et je pense que ça va être une super lecture. Ensuite, une nouvelle série que j'ai envie de lire pour 2026, et déjà je suis en train de mentir parce que techniquement c'est pas une nouvelle série, c'est Légende de David Gemmell, donc la saga de Draenei. Je disais que je mentais parce que l'année dernière j'ai lu Knights of Dark Renown, je crois qu'en français ça s'appelle Renégat, qui est une sorte de préquel qui se situe, je crois, un millier, voire un peu plus d'années avant les événements de Légende, et du coup la série qui suit. Donc techniquement j'ai déjà commencé, mais bon c'est un préquel qui est tellement loin en vrai, je sais pas à quel point ça compte. Légende du coup
un énorme classique de la fantasy qui n'a rien à voir avec le film Legend. De quoi ça parle? Je sais que on suit un siège sur une ville qui a l'air un peu perdue d'avance et on va suivre, je crois que c'est Drus, Drus à mon avis qui est le personnage, ouais, Drus, Captain of the Axe, c'est ça. Alors qu'ils vont essayer de se défendre, en fait, de défendre la ville contre ce siège qui est perdu d'avance. J'ai entendu beaucoup parler de ce roman pour ses thèmes de la camaraderie, d'affronter des menaces malgré le fait que tout espoir soit perdu, de indomitable human spirit, hein, en français c'est un peu ce... comment traduire ça en français? La volonté indomptable de l'esprit humain, continue à se battre jusqu'au bout, à protéger ce à quoi on tient, etc. C'est un roman apparemment qui est assez sombre, assez violent. Je crois que c'est pas non plus jusqu'à le qualifier de dark fantasy ou de grimdark, mais c'est quand même pas mal violent de ce que j'ai compris. Gemmel, c'est un auteur qui est encensé par tous les gens que je connais qui l'ont lu. Du coup, je suis vraiment, vraiment très curieux et j'ai vraiment hâte. Je pense que c'est une des séries que j'ai le plus hâte de commencer. Draenei, du coup, il y a beaucoup de tomes. Je vais d'abord lire Legend. De ce que j'ai compris, la plupart des romans, en vrai, se suivent parce qu'ils font partie du même univers, mais sont pas forcément. Ils peuvent se lire un peu les uns après les autres, enfin les uns à part des autres. Rien que je crois que le tome 2 il se situe peut-être 100 ans plus tard, ou peut-être pas 100 ans, mais il se situe longtemps après ça. Donc c'est cool, hein, ça permet de les lire de façon un peu indépendante. Ils ne sont pas si gros que ça, il fait 400 pages à peu près, un petit peu plus, donc il n'est pas si épais que ça. Hâte de lire Légende. Je dis hâte, mais je vais lire à chaque fois parce que je me répète et que je ne sais pas quoi dire à part combler du vide. Hop là. Prochain roman. Je viens de faire une remarque sur le fait que j'arrête pas de dire que j'ai hâte de lire ces livres, mais je pense que celui-là, c'est un de ceux que j'anticipe le plus. Vous allez comprendre pourquoi si vous avez regardé ma vidéo de mes top 10 des romans de science-fiction que j'aime le plus, car il s'agit de La Sibériade de Stanislav Lem. En effet, j'ai lu l'année dernière, en début d'année, le Solaris du même auteur, qui est à ce jour mon livre de science-fiction préféré. J'ai adoré Solaris par rapport au thème, à quel point il arrivait à mélanger certains thèmes, à être original, à avoir plein d'histoires et de points de lecture. Et du coup, La Sibériade, c'est l'autre gros roman, on va dire, grosse œuvre de Stanislav Lem que j'ai envie de lire. Je parlais d'auteurs qui ne sont pas francophones ni anglophones. J'arrête pas de dire qu'ils sont pas francophones, alors que non, je veux lire les francophones, mais je veux aussi lire d'autres et pas juste des anglophones. Stanisław est polonais de souvenir, et bah, du coup ça coche cette case, ça cause aussi la case des auteurs dont j'ai déjà lu les livres et que j'ai envie d'en lire plus. C'est parfait, tout rentre là-dedans. La Sibériade, de quoi ça parle? On va lire la quatrième de couverture tout de suite. Tyrans de toutes les planètes, unissez-vous. Et en cas de problème, si vos sujets vous manquent de respect, si vos voisins vous agacent, si vos courtisans vous barbent, n'hésitez pas à faire appel à Trurl et Claposus, les deux constructeurs cosmiques. Avec leur imagination débordante, leur technique hyper perfectionnée, leur science insondable, ils sauront toujours vous tirer d'affaire, à moins qu'ils ne vous mettent dans un pétrin pire encore. Petit chef-d'œuvre d'humour, pince sans rire, roman philosophique dans la lignée des voyages de Gulliver, avec deux robots déjantés dans les rôles-titres, la Sibériade dévoile une facette inattendue de l'auteur de Solaris. Effectivement, en lisant cette quatrième couverture, que je connaissais pas avant, je savais qu'il y avait des robots, c'est dans le titre, Sibériade, cyber, tout ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment le pitch très comique, très humoristique, très parodique. Effectivement, une facette inattendue de l'auteur de Solaris, hein. Pour ceux qui ont lu Solaris, on a l'air de partir sur un registre complètement différent. Du coup, très curieux, traduit du polonais, effectivement, par Dominique Silla. Donc, effectivement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et ce que donne Lem dans un autre registre, du coup. Ensuite, celui-là, je vais passer assez vite dessus, car il s'agit d'un autre des sagas que je dois continuer en 2026, que je ne vais pas finir, car il s'agit de The Shadow Rising, le quatrième tome de La Roue du Temps de Robert Jordan. Il y en a encore, il y en a 14 en tout, j'en suis au quatrième, vous voyez la gueule des pavés, vous comprenez pourquoi je ne finirai pas ça en 2026, parce que sinon je dois lire probablement que de ça. J'aime beaucoup La Roue du Temps, chaque tome, je trouve, est meilleur que le précédent, donc hâte de lire la suite. À ce niveau-là, c'est un peu dur de faire un pitch de quoi ça parle La Roue du Temps, puisque c'est une saga qui est tellement massive que c'est compliqué. Mais pour faire simple, on suit
Rand, Perrine et Matt, qui sont trois garçons du village de Deux-Rivières, avec d'autres de leurs camarades, avec Egwene et Nynaeve, avec plein de personnages qui se retrouvent un peu embarqués au milieu de conflits et de plots sur l'apparition potentielle du dragon réincarné, qui est un peu l'élu de la prophétie qui devra combattre le Dark One et sauver le monde. C'est vraiment un résumé super rapide et super court et qui skip plein de choses qui sont très importantes parce qu'il y a plein d'autres sous-plots, il y a plein de personnages, il y a plein de trucs. Mais c'est un peu l'idée, c'est de la fantasy assez classique, mais pas trop non plus. C'est un peu l'entre la fantasy moderne et la fantasy classique, entre les Game of Thrones et compagnie et Le Seigneur des Anneaux. Euh, c'est très très cool. Le premier tome, il est ok, mais parce que c'est une copie-collée du Seigneur des Anneaux, vraiment, il y a des scènes, c'est quasiment les mêmes, les personnages, c'est les mêmes. Et à partir du tome 2, c'est déjà un peu mieux, ça se sépare un peu. Le tome 3 était très cool, je l'ai beaucoup aimé, on arrive vraiment à se séparer du reste. Et là, on arrive au tome 4. J'ai beaucoup aimé la série, même si je l'avais pas aimé au début. En réalité, je trouve qu'on a peut-être été un peu dur par rapport à la série, euh, même s'il y a plein de changements que je trouve un peu dommage. Elle a été très cool et elle a été cancel parce que le système actuel est la saucisse. Mais du coup, j'arrive au quatrième tome qui, je pense, ça rattrape un peu la fin de ce qu'on voyait dans la série. Du coup, c'est curieux de voir du coup, ce qui se passe après. Et hop. Prochain roman, Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Pareil, un des romans dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les auteurs francophones. J'ai arrêté de le dire parce qu'en fait, je crois que j'ai parlé de tous les romans que j'ai quasiment d'auteurs francophones dans ma vidéo des romans de SFF francophones que je veux lire. Donc oui, tous ceux qui sont là, je vous en ai déjà parlé. Jean-Laurent Del Socorro, c'est aussi un auteur que j'ai déjà lu. J'avais lu du coup Royaume de vent et de colère. Donc je suis intéressé par lire un peu plus de ce qu'il a écrit. Je crois que c'est lui aussi qui a écrit Je suis fille de rage, dont j'avais beaucoup entendu parler il y a quelques années. J'en entends plus personne en parler maintenant, mais du coup, si j'aime celui-là, peut-être que j'enchaînerai avec Je suis fille de rage. Morgane Pendragon, de quoi ça parle? Globalement, c'est une réécriture du cycle arthurien, mais ce n'est pas Arthur qui a sorti Excalibur de la pierre, mais sa sœur Morgane, alors que Merlin était persuadé que ça allait être Arthur, donc réécriture visiblement peut-être un peu plus féministe. Euh, J'en sais pas plus, j'ai pas lu énormément de fantaisie arthurienne, voire même pas du tout en fait, j'ai pas lu The Once and Future King, je n'ai pas lu la saga d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, j'ai pas lu la trilogie de Cornwell, je n'ai rien lu en fait d'arthurien, donc ça va être mon premier roman arthurien, on va dire fantaisie arthurienne. Donc j'ai hâte de voir si je vais aimer ou pas ce genre d'histoire. J'ai lu des trucs arthuriens, je mens, quand j'étais au collège, mais c'est vraiment les romans, les romans de base de Chrétien de Troyes. Euh, donc voilà, on est assez loin quand même. Euh, on va continuer sur la SF et la fantasy francophone avec Les Oubliés de Lama de Florian Soulas. Un roman dont j'ai entendu parler et que j'ai découvert, une autrice même que j'ai découvert au festival Hypermonde cette année, euh, à Mérignac, Bordeaux, festival vraiment très très cool. N'hésitez pas à y aller l'année prochaine. Mais du coup, j'ai découvert l'autrice en fait sur les différentes conférences que j'ai suivies. C'est intéressant, j'aimais beaucoup ce qu'elle disait, j'aimais beaucoup les conférences auxquelles elle a participé. Les romans qu'elle a écrits et dont elle parlait m'intriguaient beaucoup. Ça a l'air d'être une autrice qui est très polyvalente. J'ai un peu regardé les livres, du coup, on a ce bouquin qui a l'air d'être plus du space opéra. Il y a l'air d'y avoir du cyberpunk, de la fantasy un peu folklorique japonaise. Il y a du steampunk, je crois aussi. Donc voilà, on a l'air d'être sur une autrice assez polyvalente. Celui qui m'a le plus frappé à l'œil, c'était les Oubliés de Lama, du coup, où on suit, il me semble, une sorte de société qui s'est créée sur Jupiter, je crois, où en fait les déchets sont envoyés sur Jupiter, les vaisseaux qui sont plus en état de fonctionner, qui sont trop vieux, qui doivent être remplacés, et qu'on ne peut pas réutiliser, on les balance vers Jupiter, et c'est plus notre problème, sauf que là-bas, en fait, les vaisseaux ont fini par s'amasser, se coller, et se créer une sorte de cité, de ce que j'ai compris, Lama, je crois, du coup, ça s'appelle d'où les oubliés de Lama, se crée cette sorte de cité autour de Jupiter, ce bidonville de vaisseaux qui, en fait, je crois qu'ils ne peuvent pas en repartir, ou que c'est très difficile parce que du coup l'attraction est trop puissante et ces vaisseaux sont plus en état de partir.
J'ai entendu beaucoup, il y a cette idée du coup de cette société recréée, comment on vit en fait dans ce genre d'environnement, cette exploration, de ce que j'ai compris, vers l'intérieur de l'amas, où du coup on voit un peu ce changement d'époque, vu qu'on a les vaisseaux qui sont à l'extérieur, qui sont les plus récents, les derniers à être arrivés et être ajoutés à l'amas, et plus on s'avance, plus on va avancer dans des vaisseaux qui sont plus vieux et plus anciens, plus rudimentaires, on va dire. Donc très curieux de voir ce que ça donne. C'est un turbo pavé qui fait plus de 800 pages, on est sur 830 pages environ. Mais je pense qu'avec Pierre Bordage, ça doit être dans le top 3 des romans et des autrices aussi de SF que j'ai le plus envie de lire en francophone. Du coup, je pense que je vais sûrement très vite le lire celui-là en début 2026. Je vais sûrement en faire une review. Et si j'ai hâte, et si j'aime, j'ai hâte de lire la suite et le reste des œuvres de cette autrice. Ensuite, j'ai un peu perdu le fil, mais je vois qu'on est déjà à 22 minutes au tournage, donc sûrement un peu moins, et que j'ai encore plein de livres à présenter, donc on va un peu accélérer. Hop là. Le prochain roman, ça va être Glass House de Charles Stross. Lui, je l'ai pris parce que je fais mon mémoire sur des thèmes très en lien avec le cyberpunk et les mondes virtuels, et que ça a l'air d'être un roman qui parle de ça, donc ça me met un peu dans le thème, ça me fait réfléchir, ça me fait lire plus d'œuvres qui sont dans ce contexte. J'ai pas mal entendu parler de Charles Stross aussi en tant qu'auteur, notamment du côté anglophone plus que francophone. Donc je suis assez curieux, j'ai acheté un autre livre de lui aussi qui s'appelle Saturn's Children. Lui, j'en ai pas du tout entendu parler, mais la couverture m'a fait beaucoup rire, donc du coup je l'ai acheté parce que voilà. Euh, mais c'est surtout Glasshouse qui m'intéresse. Pas grand chose de plus à en dire. Voilà. Après, Tous à Zanzibar de John Brunner, j'en ai parlé dans la vidéo sur mon challenge des Awards, car c'est le vainqueur du prix Hugo, et aussi du prix Apollo, du prix de l'Association britannique de science-fiction, autant dire des prix pas mal respectés. Euh, Tous à Zanzibar, ça fait partie, je crois, du quartet un peu apocalyptique de John Brunner, qui met en scène des apocalypses ou des dystopies, tous basés sur un peu des concepts de la société différentes. Dans Tous à Zanzibar, je crois qu'on est plus sur... Dans Tous à Zanzibar, on est plus sur, je crois, une dystopie un peu capitaliste. On est dans un monde surpeuplé, violent. Euh... Je sais pas si c'est du cyberpunk, mais ça a l'air de s'en rapprocher quand même. Il y a une préface de Gérard Klein, qui je crois est un autre auteur de SF assez connu. En tout cas, le nom dit un truc. C'est un roman qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai vraiment beaucoup entendu parler en bien de John Brunner. J'ai pas encore ses autres romans, mais si j'aime, je suis très intéressé de lire les autres romans, notamment, je crois, les autres dans le quartet, il y a Shockwave Rider, il y en a un, j'ai oublié le nom, mais c'est une sorte de mouton qui regarde dans le ciel, qui m'a l'air un peu de me faire penser à Don't Look Up, le film qui est sorti, qui je crois est plus basé sur une dystopie plutôt écologique, avec une catastrophe écologique, contrôle des sociétés peut-être. Mais en tout cas, pour revenir à tous ces Zanzibar, on va lire la quatrième de couverture parce qu'elle est quand même assez courte. Dans un avenir proche, les gens dorment légalement dans les rues. Le terrorisme est un sport et les émeutes urbaines un spectacle. Un monde surpeuplé, démentiel, voisin. Un monde où l'on s'interroge sur la conscience de Shalmaneser, l'oracle électronique, et où un sociologue brillant, Chad Mulligan, prêche dans le désert. Avec ce livre-univers, John Brunner a battu sur leur propre terrain les meilleurs spécialistes de la futurologie. Donc ouais, on a l'air d'être sur vraiment une sorte de société qui est un peu partie en vrille, complètement chaotique. Je suis très curieux de lire ça et de découvrir John Brunner. Hop là, ensuite on passe sur un roman peut-être un peu plus cosy, L'espace d'un an de Becky Chambers. En anglais, c'est The Long Way to a Small Angry Planet. Il y a prix Hugo là, je me souvenais plus qu'il avait gagné le prix Hugo. Ouais, prix Hugo de la meilleure série littéraire, ok, c'est ça. C'est pas un vainqueur le roman du prix Hugo, mais du coup, c'est un roman dont j'entends beaucoup parler, notamment dans tout ce qui est euh, Hope Punk, euh, Solar Punk vite fait, mais ça n'a pas l'air d'en être non plus, mais ça a l'air d'avoir beaucoup de thèmes en commun sur l'ouverture d'esprit, sur en fait, juste être ouvert d'esprit, quoi, et avoir un futur peut-être un peu plus radieux, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être beaucoup plus chill, beaucoup plus cosy. De quoi ça parle? Je veux dire la quatrième de couverture.
Rosemary, une jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Elle y apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens, et, plus étrange encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains-pieds à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain pacifiste aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA de bord hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. 3 petits points. Voilà, ça a l'air d'être vraiment un roman centré sur les personnages, sur la diversité des personnages. Très très hâte de lire ça, notamment je pense entre deux gros épiques de fantasy ou de SF. Ça a l'air d'être un peu plus chill et un peu plus reposant. On va repasser ensuite sur les séries que j'ai déjà lues, avec High Dareny, le troisième et dernier tome de la trilogie de Dareny Chronicle de Catherine Kurtz, donc la première trilogie de l'univers d'Eriny, qui est un univers beaucoup plus global, où on suit le jeune prince Kelson, qui se retrouve propulsé au trône alors que son père, le roi, se fait assassiner de manière très étrange. Il doit un peu naviguer sur ses nouvelles responsabilités alors qu'il est beaucoup trop jeune pour les avoir, sur cette menace qui semble peser sur ce royaume. Ça a un worldbuilding assez intéressant, avec ce christianisme, on va dire, cette sorte de religion très présente, très inspirée par le christianisme, et cette espèce d'Érini qui sont du coup une espèce euh, d'humains magiciens surpuissants qui sont diabolisés par l'Église, et dont fait partie du coup Sir Morgan, qui est un demi-Dérini, et qui est le meilleur ami slash conseiller du prince Kelson. C'est de la fantasy très très classique. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, je vais lire le tome 2 en décembre ce mois-ci, et du coup je vais sûrement lire le tome 3 en janvier 2026. Ça va sûrement être un des premiers trucs que je vais lire et finir. Je l'ai mis là parce que du coup ça fait, j'ai envie de finir des séries que j'ai commencé. Du coup voilà, Dérini, en plus il est pas très long, ça fait une bonne petite pause, un bon petit digestif. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Ensuite, les itinérants de Francesco Verso, qui est un auteur italien dont j'ai entendu parler et que j'ai entendu parler aussi dans les conférences Hypermonde, parce qu'il était invité, notamment pour parler de low-tech, de déplacement. Il y a une conférence où il parlait un peu de comment se déplacer dans un futur low-tech, parce qu'il a écrit ce roman, Les Itinérants, qui est un roman post-apo, je crois, à l'aube de l'effondrement de la civilisation occidentale, c'est ça, où en fait les gens, je crois, ont développé une sorte de technologie qui leur permet de ne plus avoir besoin de manger, ou genre une fois tous les 2 mois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, il lie pour lui le besoin de manger au sédentarisme et le fait que ce ne soit plus un besoin. Les gens se retrouvent en fait à marcher à travers le monde, se déplacer en marchant, visiter le monde. Euh, et du coup, je suis très intéressé pour lire ce roman, non seulement parce que l'auteur avait l'air d'être très intéressant dans ce qu'il disait, ça m'intrigue beaucoup. Euh, Ça me permet de lire de la SF, pardon, européenne, qui est différente de ce que je lis d'habitude, et aussi parce que c'est un roman de biopunk. Non, pas biopunk. Parce que c'est un roman de solarpunk et que j'ai envie de lire un peu plus de solarpunk. J'ai aussi un livre édité par Francesco Verso, non, écrit par l'auteur, qui est un recueil de nouvelles de cyberpunk. Mais je pense que je commencerai par Les Itinérants, qui a du coup été traduit en français. Les autres, je crois, ne le sont pas. Francesco Verso, d'ailleurs, possède, je crois qu'il possède, je ne sais plus si c'est lui à la tête, mais en tout cas, il fait partie d'une maison d'édition qui est très intéressante. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, qui s'appelle Future Fiction. Hop là, on fait un peu de pub. Qui traduit, en fait, de la SF et peut-être de la fantasy, mais je crois que c'est surtout de la SF, à travers le monde. En fait, ils ont plein de petits bouquins comme ça. Alors celui-là, du coup, c'est Écolution, c'est écrit par Francesco Verso, et ça parle de solarpunk. Mais par exemple, on a celui-là qui est European Science Fiction, Knowing the Neighbors, qui est une collection du coup de nouvelles écrites par plein d'auteurs européens, et qui ont été traduits en anglais pour qu'on puisse un peu tous les lire. Pour faire une présentation, on a des auteurs, du coup, il y a des nouvelles grecques, françaises, latviennes, autrichiennes, bulgariennes, anglaises,
tchèque, italienne, allemande, finlandaise, Netherlands, c'est les Pays-Bas, euh, polonaise, suédoise, norvégienne et espagnole. Donc on a vraiment de tout. Et en fait, cette maison d'édition, ils ont plein de livres comme ça sur les auteurs aussi arabes, indiens, asiatiques, genre japonais et tout, amérindiens, je crois, je suis pas sûr, mais en tout cas, enfin voilà, il y en a aussi sur les femmes pour mettre en avant les autrices. C'est une initiative que je trouve super cool et du coup j'avais envie de lire plus d'auteurs européens notamment et d'autrices et de Solarpunk. Donc j'ai aussi pris ça, je vais sûrement les lire en 2026. Il faisait pas partie de ma liste des 26 livres, mais voilà, on triche et on met des bonus. Le prochain livre que j'ai envie de lire, c'est Stranger in a Strange Land de Robert Heinlein. J'ai lu Starship Troopers maintenant il y a un petit moment de Heinlein, qui est dans le top de mes livres de SF préférés. Je suis très curieux par Heinlein, qui est comme un des big three de la science-fiction. Et j'ai envie de lire plus de ses romans, j'en ai pas mal en stock derrière, mais du coup j'ai envie de commencer à reprendre la lecture de l'œuvre de Heinlein avec un de ses romans les plus connus, Stranger in a Strange Land. Euh, Si j'aime, j'ai vraiment hâte de lire la suite en fait, de lire The Moon is a Harsh Mistress, de lire The Puppet Masters. J'ai du coup, parmi ceux que j'ai, il y a Time Enough for Love, Podkine of Mars, dont j'entends parler un peu moins bien, To Sail Beyond Eternity, je crois que c'est le nom. Enfin bref, j'ai pas mal de livres de lui que j'ai envie de lire. Stranger in a Strange Land, de quoi ça parle? Je crois qu'on est sur en fait un futur où Mars a été colonisé et on suit en fait un personnage, une personne qui est née sur Mars, qui n'a pas connu la Terre, qui se retrouve en fait sur Terre et qui est en fait un étranger en terre étrangère, un stranger in a strange land, un étranger en terre étrangère. Euh, J'en sais pas beaucoup plus, mais du coup je suis très curieux. C'est un auteur vraiment que j'ai envie de lire plus depuis très longtemps. J'aime beaucoup cette édition. Je sais pas pourquoi, ces éditions des livres de Heinlein, je les trouve très très cool. Le bouquin est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Après, c'est les éditions anglaises qui, non, j'ai rien dit, elles sont écrites en petit quand même aussi. Il fait 600 pages, voilà, il est un peu balèze. Mais hâte de lire Heinlein, et du coup, forcément, si j'aime ça en 2026, je pense que je vais essayer de lire d'autres livres de Heinlein. Donc voilà, c'est encore un peu de la triche, il y a encore un peu d'autres romans à l'intérieur de cette liste. Mais voilà, plus il y a de bouquins, plus c'est cool. Ensuite, alors c'est vrai que c'est pas un des objectifs que j'ai dit au début, mais je suis un énorme fan de Star Wars, j'adore Star Wars, mais je n'ai quasiment pas lu de romans de Star Wars. J'ai lu Dark Plagueis de James Luceno, et j'ai lu Moisson Rouge de... j'ai oublié le nom de l'auteur, je le mettrai par là, le mois du montage je me déteste, mais ce n'est pas grave, et du coup j'ai décidé de lire une des œuvres les plus importantes de ce que j'entends du canon, non du canon du Legend de Star Wars, c'est La Croisade Noire du Jedi Fou. Donc c'est les romans dans lesquels l'amiral Thrawn apparaît, qui est devenu canon maintenant tellement ce récit du coup ce run a marqué Star Wars de façon générale. C'est écrit par Timothy Zahn, qui a carrément réécrit cette trilogie dans le canon de Star Wars. Hein. Il y a aussi la trilogie de Zahn et de Throne qui est canon, mais là c'est la version Legends. J'aime beaucoup cette intégrale, c'est l'intégrale. Donc du coup 3 livres en un, mais j'ai envie de lire l'entièreté en 2026. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait 2 couvertures pour ces intégrales. De quoi ça parle? Je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a l'amiral Zone qui est un amiral super fort, qui est super intelligent, qui est un tacticien de fou malade, et que beaucoup le traitent un peu comme un des antagonistes les plus cool et les mieux écrits de Star Wars. Donc j'y vais complètement, enfin pas complètement à l'aveugle, parce que je sais à peu près qui c'est Throne, j'ai regardé Rebelle dans lequel il apparaît, j'ai pas encore regardé Ahsoka, mais du coup, j'ai très hâte de lire ça et de lire plus en fait de romans dans l'univers de Star Wars. J'ai aussi la trilogie de Dark Bane que j'ai derrière si jamais j'aime ça. Mais du coup, voilà. Ensuite, on va repartir sur un peu de fantasy et une nouvelle série que je veux lire car c'est Elric de Michael Moorcock. Là, c'est le premier intégral aux éditions Pocket. Donc le premier tome, c'est, je sais pas comment il s'appelle en français, est-ce que c'est juste Elric de Melniboné, un des pères fondateurs de la dark fantasy, avec la Compagnie Noire notamment et compagnie. On suit du coup Elric, qui est le roi, je crois, du Nil. Je vais vous lire la quatrième de couverture.
Melniboné, l'île aux dragons, régnait jadis sur le monde, désormais les dragons dorment et Melniboné dépérit. Sur le trône de rubis siège Elric, le prince albinos, le dernier de sa race, nourri de drogues et d'élixirs qui le maintiennent tout juste en vie. Un pacte avec le seigneur du chaos, Ariok, le conduira sur le chemin de l'éternelle aventure, vers la porte des ténèbres où deux épées noires attendent leur maître et leur victime. Voilà, un énorme classique de la fantasy. Il me semble que Moorcock avait écrit ça à l'époque un peu en réponse au Seigneur des Anneaux. Je crois qu'il voulait écrire un truc qui avait rien à voir, qui était beaucoup plus sombre, avec un personnage qui, du coup, vu la quatrième de couverture, n'est pas une bonne personne forcément, qui est plus un anti-héros. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai vraiment hâte de lire cet énorme classique de la fantasy. Donc là, c'est la première intégrale, avec les 3 premiers tomes. Elric des Dragons, La Forteresse de la Perle et Les Navigateurs sur les mers du Destin. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ça. Avec Légende, je pense que ça fait partie des 2 séries de fantasy classiques que j'ai vraiment envie de lire cette année. Ensuite, on est à 37 minutes. Avec un peu de chance, la vidéo fera moins de 45. Sémiosis de Souberg. J'en avais parlé dans ma vidéo des livres modernes, je crois, que je veux lire. Euh, on suit du coup une expédition avec une cinquantaine de personnes qui se dirigent vers une planète sur laquelle ils veulent un peu reconstruire une nouvelle société un peu utopique, mais tout ne se passe pas exactement comme prévu et ça part en vrille. J'ai pas plus d'infos sur ça, mais je vibe beaucoup avec ce livre. Je sais pas, j'en entends un peu parler. J'en ai pas tant entendu parler que ça, mais j'en ai quand même entendu parler en bien. Et je suis curieux de découvrir ce roman. Ensuite, continue un peu les séries que j'ai déjà commencé, ça fait un petit moment que je l'ai lu. C'est Rama 2 d'Arthur C. Clarke, la suite de Rendez-vous avec Rama, qui est d'ailleurs en train d'être adapté par Denis Villeneuve, il me semble, au cinéma. J'avais lu le livre à l'époque quand il y avait eu l'annonce de l'adaptation. Bon, l'adaptation a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, vu qu'elle n'est pas encore sortie. Mais bon, j'ai envie de lire la suite, parce que j'ai beaucoup aimé Rendez-vous avec Rama, c'était très intéressant. Et je suis notamment très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite, en fait, parce que le roman original se suffit tout à fait à lui-même. Du coup, je suis très curieux de voir ce qui va se passer avant. Pour ceux qui ne savent pas, dans Rendez-vous avec Rama, on est dans un futur un peu lointain, où une bonne partie du système solaire a été colonisé, hein, notamment, il me semble que Mars, la Lune, Mercure, tout ça, ça a été colonisé. Et un corps céleste un peu étranger est repéré au loin, qui va traverser la galaxie. Quel est ce corps? Est-ce une météorite géante? Est-ce un vaisseau alien? Est-ce autre chose? Est-ce que ça risque de poser un problème ou pas pour le système solaire? Faut-il le détruire? Faut-il l'explorer? Beaucoup de questions au final autour de cet objet. C'est aussi du coup un livre de first contact avec des entités un peu comme Solaris, qui sont très aliens, très étranges, qu'on ne comprend pas forcément, ou pas, enfin je veux pas trop en dire, pas trop spoil, mais il y a beaucoup de thèmes dedans. Le premier roman est beaucoup plus court que celui-là c'est un énorme pavé, et du coup on a une suite, on a plusieurs suites même après celui-là, je crois qu'il y a les Jardins de Rama, un truc comme ça. Mais du coup, très intrigué de voir la suite Rama 2 par Arthur C. Clarke et Jen Trilly, que j'oublie pas. Le premier roman c'était que Arthur C. Clarke, mais visiblement il a collaboré avec Jen Trilly. Arthur C. Clarke, un autre nom du Big Three, du coup, que j'ai envie de plus lire. J'ai d'autres romans de lui que je veux continuer. J'ai notamment Bas Venus, dont j'en ai jamais entendu parler, mais je l'ai. Childhood's End. J'ai The Fountains of Paradise. Voilà, donc d'autres gros classiques que j'ai envie de lire de Arthur C. Clarke, mais autant continuer celui dont j'ai déjà lu le tome 1. Ensuite, une autrice que j'ai envie de lire plus, parce que j'ai déjà lu certains de ses romans, et qui fera partie de mon challenge pour les awards, c'est La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin. Euh, un énorme classique de la SF, super connu, beaucoup de gens en parlent. Ursula Le Guin, hein, l'autrice des Dépossédés, l'autrice du coup de La main gauche de la nuit, des Contes de Terre-Mère, un nom absolument majeur de la SF et de la fantasy. On suit du coup un personnage qui se retrouve envoyé sur une planète où les gens, il me semble, sont androgynes slash non-binaires, sauf à une période de l'année où en fait ils se retrouvent à signer un sexe, je crois, au moment un peu de la reproduction, mais le sexe n'est pas forcément le même chaque année. Et du coup, on a cet humain qui se retrouve confronté à cette société complètement différente où les genres, enfin les normes de genre et de sexe même carrément de cette société sont complètement différentes. C'est vraiment de ce que j'ai compris, de ce que j'en reçois, un livre vraiment de premier contact avec cette autre espèce, d'exploration en fait de d'autres possibilités, d'autres sociétés, de comment on pourrait fonctionner différemment.
très très cool de ce que j'en comprends. J'ai envie de lire plus de livres d'Ursula Le Guin, parce que j'avais juste lu son premier roman, Le Monde de Rocanon, que j'avais bien aimé, mais qui avait quand même pas mal de... Bah, qui n'était pas incroyable non plus, mais bon, ça reste une autrice super connue. Du coup, très très hâte de lire La main gauche de la nuit, qui en plus est le vainqueur, il me semble, du prix Hugo. C'est ça, ce splendide roman a obtenu le prix Hugo. Ensuite, continuer sur ceux qui ont gagné des awards, ça va être Ripley de Ken Grimwood, qui lui a gagné. Tac tac tac, c'est pas écrit, mais je crois que c'est peut-être le Nebula, lui, celui-là, qu'il a gagné. Ripley, de Ken Grimwood, comme l'indique le titre, on suit un homme qui, je crois que quand il meurt, il revient dans le passé à chaque fois. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ça fait un moment dont j'ai entendu parler de ce roman. Du coup, ça sera peut-être un peu plus clair en lisant ça. En ce 18 octobre 1988, Jeff Winston se retrouve dans son bureau new-yorkais et écoute sa femme lui répéter au téléphone « Il nous faut, il nous faut ». Il leur faudrait, bien sûr, un enfant, une maison plus confortable, mais surtout parler, à cœur ouvert. Sur ce, Jeff meurt d'une crise cardiaque. Il se réveille en 1963, à l'âge de 18 ans, dans son ancienne chambre d'université. Va-t-il connaître le même avenir? Non, car ses souvenirs sont intacts. Il sait qui va gagner le prochain derby, et ce qu'il en sera d'IBM et d'Apple, de quoi devenir l'homme le plus puissant du monde jusqu'à sa deuxième mort, et qu'une troisième, puis une quatrième vie recommence. Voilà, donc un roman sur des thèmes que j'ai pas l'habitude de lire, sur un peu pas voyage dans le temps, mais du coup ouais, revivre un peu un cycle un peu indéfini, voir l'évolution de ce personnage, j'imagine, qui se retrouve un peu sûrement maudit par cette chose, qui doit revivre sa vie ou une vie différente à chaque fois, qui ne peut pas mourir. Très curieux, ça me rappelle un peu techniquement un de mes animés préférés, un ReZero, c'est un peu le même thème, hein, le personnage quand il meurt il retourne dans le passé. Très curieux de lire Ripley parce que j'en entends pas tant parler que ça. Pourtant, bah, ça reste un des gagnants des prix majeurs. Alors, je sais plus si c'est le Hugo, le Locus ou le Ward, mais je sais qu'il fait partie de mon challenge. Donc, bah, très 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 curieux, surtout parce que j'en entends pas tant parler que ça de celui-là. Ensuite, hop là, ça va être la suite de la trilogie d'Alastor, du coup Marune Alastor 933 et Whist Alastor 1716. Euh, donc la suite de la trilogie Alastor que je vais commencer en décembre par Jack Vance. Je vais finir la série en fait, je continue de lire du Jack Vance, j'aime beaucoup ça. J'en parle dans ma pile à lire de décembre et je vais sûrement, enfin j'en reparlerai d'ici là, sûrement dans mon bilan lecture de décembre quand ça finira, si j'arrive à lire ce roman et à tenir à ma palle. Mais du coup j'aime beaucoup Jack Vance, un auteur très classique de la science-fiction qui a créé beaucoup de choses et qui est notamment, malgré certaines vieillesses sur le machisme et la violence un peu gratuite, a un talent pour créer des sociétés et des mondes super intéressants qu'on a envie de découvrir et de visiter. Et du coup, cette trilogie de one-shot, hein, de ce que j'ai compris, euh, c'est un peu le concept où à chaque fois on voit une société différente, super intéressante. Du coup, bah, j'ai pas grand chose de plus à en dire, j'ai hâte de le lire. C'est court, donc ça me permet de faire un petit digestif entre les romans. Voilà, ça permet de vraiment encore plus explorer l'œuvre de Jack Vance, qui je pense doit faire partie des auteurs, voire être l'auteur que j'ai le plus lu, en tout cas en SFF, hein, je vois pas qui d'autre j'aurais plus lu. J'ai lu le cycle de Chai, j'ai lu La planète géante, j'ai lu aussi récemment Les langages de Pao, et du coup le cycle d'Alastor pour continuer. Et j'enchaînerai peut-être ensuite, peut-être en 2026, peut-être plus tard, avec, je pense, La geste des princes démons, ou alors Lyonès, il faut encore que je me décide. Ensuite, je triche encore un peu, car il y a deux romans, mais parce que j'hésitais et je ne savais pas le quoi prendre, mais en fait, c'est plus l'auteur que les romans qui m'intéressent vraiment, c'est Philippe K. Dick, du coup, pour ces auteurs dont j'ai envie de découvrir vraiment l'ensemble de leur œuvre. J'ai déjà lu de Philippe K. Dick Ubik, que j'avais bien aimé, et Les androïdes rêvent-ils de Mouton électrique, qui a été adapté plus tard et renommé en Blade Runner, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'ai envie de lire plus de Philippe K. Dick, parce qu'il a vraiment écrit énormément de choses. Et les deux romans que je vais présenter maintenant, notamment, c'est
Substance Mort, en anglais Scanner Darkly, un de ses plus connus, et Dr. Blood Money, qui fait partie un peu de ses plus connus. J'en ai d'autres, des romans de Philip K. Dick, d'ailleurs vous pouvez les voir, par ici, là, là. Oh, j'ai du mal avec les perspectives et tout. Là, ici, je les ai rangés par là. J'en ai pas mal d'autres, mais c'est un peu les deux plus connus que je possède de lui. De quoi parlent ces deux romans? Pour Substance Mort, traduit par Robert Louis, dans une américaine imaginaire livrée à l'effacement des singularités et à la paranoïa technologique, les derniers survivants de la contre-culture des années 60 achèvent de brûler leur cerveau au moyen de la plus redoutable des drogues, la substance mort. Dans cette Amérique plus vraie que nature, Fred, qui travaille incognito pour la brigade des stupes, le corps dissimulé sous un complet brouillé, est chargé par ses supérieurs d'espionner Bob Arctor, un toxicomane qui n'est autre que lui-même, un voyage sans retour au bout de la schizophrénie, une plongée glaçante dans l'enfer des paradis artificiels. On a tout ce qui fait un peu les thèmes préférés de Philip K. Dick, la drogue, la conscience, est-ce que ce qui est réel est réellement réel, les mondes artificiels, est-ce qu'on vit dans une simulation ou pas, c'est vraiment des thèmes qui sont très chers et très importants pour les Philip K. Dick. Du coup, ça a l'air d'être vraiment un des romans qui représente le plus cet aspect de cet auteur. Et ensuite, on a du coup Dr. Blood Money. Les bombes étaient finalement tombées. Malgré l'équilibre de la terreur, un jour, un homme avait été assez fou pour appuyer sur le bouton. Cependant, dans ce coin perdu de Californie, la vie continuait. Pour Bonnie Keller, que 6 ans d'analyse n'avaient pas réussi à rééquilibrer. Pour Bruno Blutgeld, l'un des responsables de la grande catastrophe qui sentait des stigmates s'inscrire sur son visage. Pour Hopi, le Faucomel, l'ancien bébé thalidomide, doté de pouvoirs supranormaux. Elle continuait pour Walt Dangerfield, l'astronaute expédié vers Mars, mais dont la cabine spatiale s'était satellisée autour de la Terre. Là, à l'abri des radiations, il s'était transformé en une sorte de super disc jockey dont l'écoute était devenue une sorte de drogue pour tous les survivants. Mais peut-on réellement survivre dans un monde radioactif? On a l'air d'être un peu plus éloigné peut-être des thèmes de la réalité, tout ça de Philip K. Dick. Peut-être un peu plus de thèmes sur la drogue, les trucs un peu psychédéliques ou quoi, du post-apo on dirait. Tant mieux, je connaissais pas le plot de ce livre jusque-là, juste qu'il était quand même assez connu et assez aimé de Philip K. Dick, mais du coup je suis très curieux de le lire parce que ça a l'air d'être un peu différent de ce que j'ai déjà lu du coup sur Ubik, Blade Runner et de Substance Mort. Du coup très très curieux et hâte de lire ça. Les livres de Philip K. Dick c'est assez court, donc ça peut servir de digestif, même si c'est pas forcément les livres les plus simples à lire. Je suis vraiment très curieux, si jamais j'aime ça, euh, c'est pas impossible qu'en 2026 il y ait plus de Philip K. Dick. Je sais que j'ai notamment Simulacre du même auteur, j'ai un ensemble, un recueil de nouvelles de cet auteur, donc voilà. En parlant de recueil de nouvelles, les deux prochains ne seront pas vraiment un livre en particulier, mais un livre parmi une liste, parce que j'ai envie de lire aussi plus de nouvelles, parce que c'est quand même un genre littéraire qui a défini et marqué la science-fiction à travers les pulps, euh, notamment pendant la Golden Age de la SF. C'est là où la plupart des gros auteurs ont été découverts, ont commencé à écrire. Pour ce faire, alors j'en parle vite fait, mais si c'était pas dans la liste des 26, j'ai envie de lire un peu les anciens Astounding Stories et compagnie qui avaient été publiés par Kernsbach et, euh, mince, comment il s'appelle l'autre? Conor- euh, euh, et donc Hugo Gernsback et John W. Campbell qui ont publié en fait, édité les deux plus gros magazines de SF de l'époque. Mais du coup pour la France, enfin pour la France en tout cas en livre français que j'ai, il y a deux séries d'anthologies que j'ai envie un peu de plus lire, pas tous. Hop. La première c'est le livre d'or de la science-fiction. Donc j'en ai quelques-uns, je les ai pas tous. Euh, Ça permet de lire des nouvelles histoires, du coup, ces short stories par ces auteurs, et aussi de découvrir plein d'auteurs que je n'ai pas forcément lus. Donc ceux que j'ai pour l'instant, c'est Vance, Jules Verne, Leiber, Herbert, Moorcock, Tiptree, Zelazny et Lafferty, et j'ai aussi La Citadelle écarlate et Le Manoir des Roses, qui là, je pense, il me semble un peu plus de la science, de la fantasy, avec plein d'auteurs différents. Je ne sais pas lequel je vais lire. Franchement, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le dire. Euh, J'ai envie de lire Vance parce que j'ai envie de lire plus de bouquins de Vance, mais d'un côté, c'est un auteur que j'ai déjà lu. Hein. J'ai déjà lu Vance, j'ai déjà lu Herbert, j'aurais lu Leiber, pardon,
À ce moment-là, j'aurais lu Moorcock à ce moment-là, j'ai lu Zelazny, donc peut-être La Fertie ou Tiptree si j'ai envie de découvrir quelqu'un, Verne aussi, j'ai pas lu de Verne, mais je sais pas, Verne m'intéresse un peu moins. Euh, du coup, voilà, pour découvrir des auteurs et des autrices, le grand livre d'or de la science-fiction. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, s'il y a des auteurs que vous aimez et que vous voulez que je parle en fait en lisant notamment leurs livres sur le livre d'or de la science-fiction. N'hésitez pas à me le dire, même si je les ai pas forcément ici, hein, ils sont trouvables assez facilement sur internet. Donc voilà. Et l'autre grande collection de recueils de nouvelles de SF, c'est hop là, c'est une. Alors je sais plus c'est quoi le nom de la collection en elle-même. Moi je l'appelle la collection Histoire 2. Parce qu'en fait tous les bouquins, tous les tomes commencent pareil, un Histoire 2. Et en fait chacun des livres sont concentrés sur des nouvelles autour d'un thème en commun. Donc parmi ceux que j'ai Histoire de la fin des temps, des voyages dans l'espace, de robots, d'extraterrestres, de mutants, Histoire galactique, de mondes étranges, de guerres futures, de l'an 2000. Celui-là c'est parapsychique, de la quatrième dimension, de surhomme, de cosmonaute et de rebelle. Donc voilà, cette fois on est plus sur des thèmes que sur des auteurs. J'ai envie aussi d'en lire, parce que du coup, bah, pareil, j'ai envie de lire plus de thèmes enfin, de thèmes de nouvelles en SF, donc je pense, une des façons parfaites de le faire. Donc pareil, si vous les avez lus, si vous connaissez, s'il y en a que vous recommandez plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire, parce que pour le coup, j'ai aucune idée de la qualité de ces récits, hein. Je les ai vus en fait sur eBay, je crois, ou Vinted, et je les ai pris par curiosité parce que je voulais lire plus de nouvelles. Donc voilà, si vous connaissez, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, c'est surtout sur ceux-là, hein, sur les nouvelles et les recueils de nouvelles dont j'ai le plus besoin de recommandations. Je vous ai mis un peu les deux recueils de nouvelles, séries de recueils de nouvelles un peu majeures que j'ai. J'ai d'autres recueils de nouvelles, j'ai Babylon Babies dont je vous avais déjà parlé, j'ai Burning Chrome de William Gibson, j'ai Silverberg présente les légendes de la fantasy aussi, qui est plus en fantasy. Du coup voilà, si jamais vous avez des recommandations, même peut-être d'autres recueils de nouvelles que vous aimez et que vous avez envie de me faire lire, n'hésitez pas à en parler. J'ai aussi Hypermonde, qui est du coup un recueil de nouvelles qui avait été édité spécialement pour le festival Hypermonde. Il y a The Big Book of Cyberpunk aussi, que j'ai envie de lire. Je crois que c'est un recueil de nouvelles sur le cyberpunk, je ne les ai pas moi, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête pour lire des nouvelles. Et je vais passer au dernier livre, c'est A Time of Dread par John Gwynne. Non, je n'ai toujours pas lu cette saga, je n'ai pas lu d'autres livres de John Gwynne depuis que j'ai fini, il y a maintenant longtemps, la saga The Faithful and the Fallen, donc les Terres bannies en français, maintenant que ça a été traduit. C'est une tétralogie de John Gwynne qui est ma série de fantasy préférée, que j'ai adorée, et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais lu le reste de John Gwynne. Du coup bah, il est temps de corriger cette erreur. Donc A Time of Dread, qui est le premier livre, je crois, de la saga of Blood and Bone, il me semble qu'elle s'appelle, qui est une trilogie qui se passe après la saga de The Faithful and the Fallen, dans le même univers mais longtemps après. Euh, et si possible, si jamais je finis cette saga, aussi commencer la trilogie Shadow of the Gods, euh, qui est une autre trilogie qui, elle, se passe dans un autre univers, plus inspiration vraiment nordique et mythologique, mythologie nordique, qui a l'air aussi d'être super cool, les gens l'ont adoré. Bref, tout ce que John Gwynne écrit apparemment est incroyable. J'ai vu, parce que je le suis sur les réseaux, qu'il vient de finir le tome 1 d'une nouvelle saga, d'une nouvelle série, donc franchement, bah, je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas lu plus de John Gwynne, alors que pour l'instant c'est ma série préférée de fantasy, et je pense de SF, hein, je pense que la saga de Faithful and the Fallen est celle que je préfère le plus of all time, de tous les temps, comme on dit en francophonie. Et de quoi ça parle of Blood and Bone? J'en sais rien, j'ai pas envie de savoir, j'ai envie d'y aller à l'aveugle. Maintenant je fais confiance à John Gwynne, je sais qu'il y a pas mal de représentations euh, de personnages sur le spectre autistique, qu'il y a pas mal de diversité un peu dans la représentation des personnages, ça a l'air assez intéressant. J'ai entendu des gens dire qu'ils aimaient un peu moins cette trilogie, même s'ils l'ont quand même adoré. Ça a l'air d'être un peu la saga la plus faible, on va dire, de John Gwynne sur les trois qu'il a écrits pour l'instant. Si vous les avez lus ou si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez lu The Faithful and the Fallen, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'adore cette saga et que pas assez de gens l'ont lu, mais maintenant qu'elle est traduite en français, vous n'avez plus d'excuses. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-la, par pitié, elle est trop bien. Et c'était mon dernier livre pour mes plans de 2026, en tout cas que j'espère pouvoir lire sur la totalité de l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire
si vous avez lu certains de ces livres, si vous les recommandez, si vous avez d'autres recommandations, quels sont vos plans pour 2026, hein, que ce que vous comptez lire, de la SF, de la fantasy, peut-être des livres que je compte lire moi aussi, on peut s'organiser des lectures communes si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à en parler. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.